On parle donc de prostitution de mineurs, mais en fait, c'est de la pédophilie. On a eu à avoir des témoignages de clients qui pouvaient être des élus, des journalistes, des anciens juges aussi. Jeunes qui, lorsqu'ils n'ont rien à faire, peuvent passer 10 heures, 15 heures dans une journée à regarder des vidéos de meurtres, de viols, de décapitations et de pornographie au pluriel en réalité, de 11 ans qui, à la fin de la journée, range son cartable et sans faire exprès, fait tomber le cartable par terre. Et au milieu de la classe, il y a plein de préservatifs qui sortent. Fille en ampleur, elle est utilisée dans un réseau de prostitution. Le proxénète, c'est son oncle. La France est un des pays les plus pédocriminels au monde. Et la France fait partie de ces pays qui est appelé Pédoland. Une fille me dit qu'elle consulte des vidéos, qu'elle regarde plutôt des vidéos de viol sur Telegram en CM2. Et on m'a appelé, Abel, un tel est mort dans une mission de charcleur, il avait 16 ans, on lui a promis 5000 euros pour aller tuer quelqu'un à la Kalachnikov, c'était pas loin de Marseille. Un atelier qui s'appelle Les dangers de la génération TikTok, qui est d'ailleurs un titre que les jeunes eux-mêmes ont donné. Un procès à l'islamophobie quand une personne musulmane s'est fait, une fois aussi de plus, poignarder de plus de 50 coups de couteau, et on n'a pas le droit de parler d'islamophobie. Oui. Abel Bowie, vous êtes président de l'association FR Tous Uniques, Tous Unis. Vous êtes conférencier, éducateur. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Qu'est-ce que français autour du vivre ensemble. Et vous abordez aussi des questions très sensibles sur la prostitution des mineurs, la violence donc des jeunes. Et nous allons aussi aborder la question de l'islamophobie. Pourquoi cela fait peur de parler de l'islamophobie en France ? Tout d'abord, pourquoi la prostitution chez les mineurs est-elle tabou ? Le fait d'en parler, pourquoi est-ce tabou ? Alors d'abord, premièrement, je vous remercie pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pourquoi c'est tabou ? Parce que je pense que d'un côté, il est difficile de pouvoir s'imaginer qu'à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, on puisse accepter de se désinhiber de son corps pour pouvoir être payé pour avoir des relations sexuelles. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à imaginer ni à appréhender pour le monde adulte. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui sont complices, qui orchestrent ce tabou, parce que dans cette expertise que j'ai au niveau de la prostitution des mineurs, j'ai pu voir qu'il y a des gens très haut placés comme clients. Donc vous avez d'un côté des personnes qui ont peur de voir la vérité et de l'autre côté des manipulateurs qui entretiennent ce tabou. On parle donc de prostitution de mineurs, mais en fait c'est de la pédophilie. Bien entendu, je dis toujours que la prostitution des mineurs est un des canaux qui fait le lit de la pédopornographie et de la pédocriminalité en France. Parce qu'on peut voir le client, ça peut être le môme de 13 ans qui veut avoir sa première expérience sexuelle, comme ça peut être la personne qui a 30, 40, 50 ans, qui des fois est bien placée, et c'est tous les milieux sociaux qui sont concernés en termes de clientèle, et c'est ça qui est dramatique. Vous parlez d'un sujet vraiment délicat, d'un sujet sensible. Comment on peut comment on peut réaliser le fait qu'il y a ce genre de prostitution ? Parce que quand on parle de prostitution de mineurs, on entend des jeunes de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans. Mais là, ce sont des enfants, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Moi, j'ai été complètement estomaquée lorsque je vous ai entendu dans une émission parler de ce phénomène-là. Oui, bien entendu. Comment on en est arrivé là ? Je dis toujours qu'au début des années 2010, la société française a loupé en fait le virage pris dans la réalité virtuelle qui est imposée par les réseaux sociaux. On est très loin d'imaginer ce que les jeunes font. Moi, j'ai eu des cas de jeunes qui, lorsqu'ils n'ont rien à faire, peuvent passer 10 heures, 15 heures dans une journée à regarder des vidéos de meurtres, de viols, de décapitations et de pornographie au pluriel en réalité. Donc déjà, ça déforme en fait dans la psychologie de ces jeunes le rapport au sexe opposé par rapport à ce qu'est une relation intime dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus propre en théorie. Donc c'est pour ça que déjà en parallèle, nous sommes face à une génération de jeunes où le nombre d'agressions sexuelles et de viols est très important. Et je ne parle pas chez les 16-25 ans, je parle chez les 11-18 ans. Excusez-moi, moi c'est ça qui me choque. Les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, à quel moment ils ont cette idée de se prostituer ? Est-ce qu'ils ne sont pas amenés plutôt à se prostituer ? Parce que
La prostitution chez les mineurs a toujours existé Mhm. dans les pays à Mm, mm, l'étranger mm, mm, et même à l'époque, en fait, dans les réseaux de pédocriminalité mhm, avec Dutroux, Fourniret, etc. mhm. Donc là, est-ce qu'on parle d'un mineur qui décide du jour au lendemain de se prostituer ou on parle d'un réseau qui amène ces personnes à se prostituer? Alors, il y a deux canaux de prostitution, mais il y a toujours une influence extérieure. C'est rare de voir un mineur qui se dit, quand il grandit ou quand il joue à la console ou à la poupée pour une fille, que c'est un rêve de vie. Vous avez la manière indépendante, je dirais, où ça peut être le copain, la copine, des fois dans la même classe, que l'on voit avoir de l'argent, parce que les mineurs sont imbibés de quoi via les réseaux sociaux? D'influenceurs et d'influenceuses qui font la promotion de l'argent facile, les voyages, les voitures ou autres. Et je dénonce toujours ce qui me vaut de me faire taper dessus quand je suis à la télé, mais une certaine forme de rap. Je ne parle pas de 100% des rappeurs, bien entendu, mais quand on fait la promotion du viol, de la criminalité, de la défiance de l'autorité et de l'argent facile, le problème c'est qu'aujourd'hui, Internet n'enseigne pas aux jeunes comment se construire, mais c'est comment se divertir. Et en ce qui concerne l'argent facile, malheureusement, pour certains, pour certaines, la fin justifie les moyens, fin F-I-N ou F-A-I-M, parce qu'il y a aussi des cassures sociales, des cassures familiales qui amènent certains jeunes. On parle de la pédocriminalité intrafamiliale, la violence verbale, physique, psychologique au sein des familles. On a souvent des jeunes qui ont des failles sur le plan émotionnel en réalité et qui ont besoin de combler ces failles justement en brûlant leur vie tant que ça rapporte de l'argent et tant pis si ça brûle les personnes qui sont autour. Là, vraiment, moi, je parle des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 Mhm. ans. Donc, je pense que les blessures, enfin, je pense qu'à cet âge-là, est-ce qu'on a vraiment conscience de ces failles, de ces blessures? Comme vous avez dit, à cet âge-là, on joue à la poupée. Alors moi j'ai eu des cas de personnes en sixième qui m'ont témoigné déjà être suicidaires parce que avoir été victime d'inceste. Oui, Et bien. en sixième, on a 11 ans en général. Oui, mais là, là, je vous parle de la prostitution de mineurs. Bien Donc, sûr. à partir de quel moment un enfant va sur un réseau social décider de se prostituer? Donc, est-ce que vous apportez un exemple, en fait? Mais des exemples, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais en fait, il ne faut même pas chercher de logique. Vous avez des jeunes qui, malheureusement, pour avoir de l'argent, sont prêts à tout. Vous avez des jeunes À aussi. 10 ans? Mais oui, mais bien entendu. Mais après, les cas de 10 ans, 11 ans, ce ne sont pas les cas majoritaires. En général, on est plus sur du 12 à 16 ans. Mais c'est vrai qu'il y a des cas. Moi, je vais vous parler d'un cas dramatique, d'un cas d'une personne qui a été forcée. Ça s'est passé dans le sud de la France. Je ne citerai pas le nom de la ville parce que votre podcast étant très écouté, je ne veux pas que la personne se retrouve en danger. Une jeune fille de 11 ans qui, à la fin de la journée, range son cartable et sans faire exprès, fait tomber le cartable par terre. Et au milieu de la classe, il y a plein de préservatifs qui sortent. Tout le monde se met à rire. La maîtresse voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle la convoque et qu'est-ce que l'on a comme confession? La fille tombe en pleurs. Ben, elle est utilisée dans un réseau de prostitution. Le proxénète, c'est son oncle. La fille a 11 ans. Et tous les soirs, c'est 3 à 4 passes. Et elle n'a pas le choix. Donc là, on comprend bien que cet enfant est Mhm. utilisé. Donc c'est l'oncle qui décide de la prostituer. Bien Donc entendu. ça vient pas de ses enfants. Enfin, je veux dire, je pense que quand on a 10 ans, qu'on a 11 ans, on n'est pas dans cette démarche de se Il y prostituer. en a, je peux vous assurer déjà. En fait, faut pas voir la prostitution. La prostitution, c'est vraiment l'étape finale d'un cheminement. Le nombre de filles qui sur TikTok, un peu moins Instagram, sur Snapchat, Oui, mais dans c'est les plus boucles des adolescentes. non, mais dès 10, 11 ans, ça commence. Des filles qui dansent, des filles qui twerk, des filles qui font des Oui, striptease ou autres, ça commence très tôt. Il y a beaucoup de choses qui font le lit de la prostitution des mineurs. Vous avez les Sephora Girls aussi, qui sont encouragées par les mamans. Des filles qui, à 10, 11 ans, font des tutos comment se maquiller pendant 3 heures. Vous avez la tendance sur Snapchat des filles qui vendent des photos de leurs pieds contre de l'argent. Ça commence pareil dès 11-12 ans aussi. Donc il y a une multiplicité de canaux qui arrivent qu'au bout d'un moment, l'enfant tombe dans la prostitution. donc ça veut dire que les parents, les adultes encouragent cela aussi. Certains, oui. Et il y a deux types d'encouragement. Il y a le fait de ne pas se rendre compte du danger auquel est exposé son enfant. Il y a le fait de ne pas vouloir voir. Et il y a le fait de ne pas connaître. Beaucoup de parents, quand je leur demande, vous savez ce que vos enfants font sur Internet, ils ne savent pas. C'est un monde complètement à part. Snapchat, déjà pour moi, un enfant à 10, 11 ans n'a rien à faire sur Snapchat, n'a rien à faire sur Telegram. Il y a une statistique officielle. Plus de 50% de nos enfants, à l'âge de 10 ans, ont déjà vu du contenu pornographique, à l'âge de 10 ans. Ça, c'est officiel. Donc après, c'est la porte ouverte vers toutes les dérives, malheureusement. Comment se fait-il que
des écoles assistent à la venue de certaines personnes, par exemple en voiture, donc en berline, venir chercher des enfants. Donc, comme vous avez dit, c'est Mhm. ce que j'ai entendu dans Mais bien l'émission. sûr, Enfin, mais je voilà, le répète, hein. voilà. Comment se fait-il qu'ils sont témoins de ça et qu'ils se laissent faire ça? Des écoles, des foyers, voilà, il y a beaucoup de témoignages et aujourd'hui même la parole se libère. Il y a beaucoup de mamans même aujourd'hui qui portent plainte contre les départements pour non-assistance à personne en danger parce que récupérer un enfant d'un réseau de prostitution, faut voir c'est dans quel état. Donc oui, effectivement, j'ai des témoignages d'un certain nombre de profs et pas que dans des grandes villes, même dans des campagnes très reculées où souvent le vendredi soir, on voit des berlines qui viennent récupérer les enfants. Mais le problème, c'est que l'éducation nationale, c'est un mammouth tellement malade. Il y a tellement de tabous au sein même de l'éducation nationale. Le suivi psychiatrique, le suivi psychologique, c'est une catastrophe. Donc effectivement, vous avez des profs qui sont dépassés. Vous avez des profs aussi qui ont peur pour leur vie parce qu'avoir affaire à un réseau de prostitution, c'est pas la blague. On voit la violence des mineurs aujourd'hui, des mineurs très jeunes qui sont Non, mais équipés il y de a la 9. responsabilité quand même de ces personnes. Bien entendu. Quand un enfant de 10 ans, de 11 ans ou 12 ans va dans une voiture, une berline qui n'appartient pas aux parents, il faut tirer la sonnette Faut d'alarme. tirer la sonnette d'alarme, mais ne croyez pas que tous les profs applaudissent. C'est-à-dire des signalements sont faits, comme Mm. des signalements sur les plateformes, mais vous avez l'impression de Donc vous comment il retrouver faut face à un signaler? mur. Ben, le signalement, il est remonté au niveau des rectorats concernés, au niveau des professeurs. Les signalements ont été faits par nombre de parents et même nombre de jeunes eux-mêmes concernant certaines plateformes, Mims, OnlyFans, Tescort, Sexmodel, Lady Xena, Beurre Téléchat ou autres. Mais vous avez l'impression d'être face à un mur. Au bout d'un moment, on se dit, mais à qui profite le crime? Parce que la prostitution des mineurs, ça doit être un combat sur lequel on doit toutes et tous être extrêmement engagés. Même on le voit, des mamans qui sont face à un mur quand ils essaient d'interpeller l'ASE, aide sociale à l'enfance quand même. Vous avez des foyers quand même, et beaucoup de foyers, où des filles disparaissent. 11, 12, 13, 14 ans, la fille part à 20 heures, elle revient à 4 heures du matin et on dit à l'éducateur, fais juste une fiche de sortie et de retour et après ça reste comme ça. Je vous discutais avec des policiers qui vous disent, nous on récupère des filles, elles vont en foyer, elles finissent dans la rue, elles finissent dans nos commissariats. Quand on le remonte au directeur ou aux directrices de foyer, il n'y a rien qui se passe. Les filles, on les revoit encore quelques semaines plus tard. Donc est-ce que nous sommes tant aveugles, est-ce que nous sommes tant naïfs que l'on refuse de voir que des mineurs peuvent accepter d'être des objets de consommation? Et pire que ça, parce que lorsque vous êtes dans des organisations criminelles, vous êtes un objet sexuel, vous faites la mule pour transporter de la drogue ou des armes, et quand vous avez des jeunes filles à 12-13 ans qui peuvent faire 15-20 passes dans une journée, prises en plus dans des histoires de trafic de pièces d'identité pour passer des fois pour des adultes quant à la création de ça. C'est extrêmement compliqué et je pense que la société française a peur et en même temps, je pense qu'il y a des complicités parce que nous, on a eu à avoir des témoignages de clients qui pouvaient être des élus, des journalistes, des anciens juges aussi. Il y a des choses, c'est pas que monsieur et madame tout le monde, ça touche tous les milieux de la société et la France doit enfin accepter de se regarder en face en ce qui concerne la réalité de la pédocriminalité. La France est un des pays les plus pédocriminels au monde et même dans le réseau des pédophiles et des pédocriminels, la France fait partie de ces pays qui est appelé Pédoland. Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'on est dans une époque où il y a une multiplication en fait de cette pédocriminalité, Mhm. de cette prostitution, et que finalement, c'est un phénomène qui nous explose au visage. Nous, ça fait des années qu'on le dit. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'interpelle dessus avec des amis. On nous a dit, vous êtes des menteurs, des menteuses. Vous Mais parce que exagérez. c'est tellement C'est, surréaliste c'est... qu'on n'a pas envie d'y croire. Mais aujourd'hui, regardez l'ASE bashing qu'il y a. Allez sur les réseaux, tout le monde crache sur l'ASE, tout le monde crache sur les foyers, les familles se lèvent, les anciennes escortes, enfants, filles ou garçons, commencent à parler. Oui. Et il y a beaucoup de départements en France qui vont être l'objet de dépôts de plaintes. Vous allez voir, il y en a 3 pour l'instant. Vous avez les Bouches-du-Rhône, vous avez le 77 et le 3e, j'ai oublié, je ne veux pas dire de fausses informations. Et vous allez voir, ça commence à pleuvoir. Il y a des boucles Telegram, des boucles WhatsApp avec des mamans qui s'organisent pour pouvoir dénoncer les choses. Euh,
Vous avez parlé donc des fameuses plateformes. Donc moi, Mhm. c'est des sujets que j'ai étudiés de par de par mes enquêtes autour des réseaux sociaux, de Mhm. l'influence, etc. Donc oui, effectivement, il y a des plateformes comme Mime, comme OnlyFans. Vous en avez cité d'autres. Expliquez-nous le système de ceux qui maîtrisent en fait ce réseau pédocriminel. Alors, c'est un réseau où il y a beaucoup de comptes qui sont ouverts via un système de trafic de pièces d'identité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les réseaux criminels, vous avez beaucoup de jeunes filles à qui on demande de se grimer, j'utilise cette expression volontairement. De la même manière, vous avez beaucoup de filles qui peuvent vivre de différents coins de France. Vous les voyez, vous avez l'impression que ce sont des sœurs en fait. Donc il y a un trafic de pièces d'identité qui est promu sur Snapchat et sur Telegram. Et aujourd'hui, il n'y a aucune vérification. Quand on vous dit mettez votre pièce d'identité, bah, vous envoyez un PDF. On ne va pas vérifier si c'est vraiment vous ou pas. Ça ressemble un petit peu. Vous êtes brune sur la photo, il y a une brune. En plus, la photo est en noir et blanc. Ça ne va pas plus loin. Donc elle est là, la dérive. En fait, la dérive, elle est là à partir du moment où on s'inscrit sur le réseau social en mentant sur son âge, en Voilà. donnant une fausse pièce d'identité. Tout en rappelant que ce système n'est qu'un des canaux. Malheureusement, on est face à un fléau. Vous avez ceux qui passent par ces plateformes, mais aujourd'hui sur Snapchat, sur TikTok et le dark web, Telegram, Signal et le darknet, comme je disais, aujourd'hui ça pullule malheureusement. Nous, on a eu accès à des boucles où vous voyez des choses, ça vous fait froid dans le dos. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le client consomme, des fois, il ne sait pas que la fille est mineure. Ok. Même si, franchement, des fois, on voit certaines filles, on se dit comment ça peut se faire. Mais même quand il sait, il s'en fiche totalement. Et sans compter que vous avez les réseaux français, mais vous avez les réseaux africains aussi qui exploitent des filles mineures avec les filières d'immigration. Vous avez un réseau qui s'appelle la Black Axe, qui est extrêmement dangereux et qui aujourd'hui se développe sur TikTok en proposant même de pouvoir, pour des enfants qui veulent adopter des enfants, d'acheter des bébés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on nous dépasse et on a au moins 10 ans de retard dessus et ça va mettre beaucoup de temps pour arriver à une situation à peu près normale. Donc ces plateformes, en fait, c'est un fléau. Mais c'est un fléau qui est terrible, mais il n'y a pas de vérification. Pardon, le gouvernement a annoncé il y a quelques mois, super, on a fermé le site Coco. Donc c'est une des messageries où dessus, il n'y a même pas besoin de pièces d'identité ou autre. Le site Coco, il existe toujours aujourd'hui. Il a un autre nom. C'est comme quand vous fermez un site de streaming de cinéma, vous avez un autre nom et vous retrouvez le site. Le site Coco, rencontreado.net. Donc la réalité, c'est que le gouvernement gonfle les muscles pour rien en réalité. Si on veut fermer ces sites, on peut le faire. Moi, à titre personnel, Vous proposez quoi, vous? moi, je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça bousille nos enfants psychologiquement dans le rapport à l'autorité, à la sexualité, à l'argent facile et à la violence. Il faut voir ce que les jeunes regardent et ce qu'ils nous confessent dans nos ateliers. Mais vous vous dites, moi, il y a des choses, à 11, 12, 13 ans, je ne savais même pas ce que ça voulait dire sur le plan de la sexualité. Et c'est pas normal que quand je suis dans une classe de CM2, une fille me dise qu'elle consulte des vidéos, qu'elle regarde plutôt des vidéos de viol sur Telegram en CM2. Et Mais elle sait que c'est du viol en déjà. fait, la difficulté, c'est que tout est accessible. Donc Mhm. vous, ce que vous proposez quelque part, c'est interdiction du téléphone au final. Ouais, mais après, on sait que Interdiction du téléphone. Mais en fait, comment on peut interdire ces réseaux sociaux, en fait? Enfin, effectivement, ces plateformes-là. moi je vous dis, ça serait dans un monde idéal. Je sais que c'est impossible, mais aujourd'hui, il faut axer sur la prévention. Et il faut former les parents aussi. Beaucoup de parents ne savent même pas Snapchat, Telegram, ça ne parle pas à beaucoup de parents. Vous avez des parents qui se vantent aussi de mettre des restrictions parentales. Moi, j'ai des enfants qui savent craquer les restrictions parentales en allant dans Ah le oui, on peut tout serveur proxy. pirater. On peut Mais tout... surtout que vous avez des tutos sur Ouais. TikTok. Vous avez des tutos, comment craquer la restriction parentale. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et les jeunes, ils ont accès à ça. Donc, il faudrait des lois, un peu comme la loi Faudrait influenceur. un courage Ouais, politique. Vous avez travaillé sur le milieu de l'influence. ouais. Faut un vrai courage politique. Oui, il y a Mais, une loi qui a été faite mais par Arthur Delaporte par rapport au exactement. placement de produits, par exemple. Exactement. Et même certains rappeurs ont pu aussi parler, voilà. Mais il faut ce vrai courage. Aujourd'hui, moi, je me dis, tout le monde sait ce qui se passe. Vous avez même un haut commissariat à l'enfance avec Sarah El Haïry. Elle reçoit des rapports tous les jours sur les dérives de l'ASE, sur les dérives de ce qui peut se passer à l'éducation nationale, sur les dérives des réseaux sociaux. Mais pourquoi on n'agit pas? Moi, je ne suis pas complotiste, mais je finis par me demander à qui profite le crime, très honnêtement. Euh,
par rapport au système donc, de ces plateformes, donc vous expliquiez bien comment ça fonctionnait, le fait qu'il y avait des nounous, des tatas. Ouais. Donc voilà, l'ado ou le mineur, hein, voilà, va sur le réseau social. Comment ça se passe? Alors, je vais repréciser le système de nounou de tata. Ça, c'est quand on est dans un réseau criminel. Parce que je vous dis, il y a deux voies. Il y a la voie indépendante, sachant qu'on est toujours influencé par quelqu'un, et il y a le réseau criminel avec même, entre guillemets, des perspectives de carrière. Et c'est terrible d'utiliser cette expression. L'enfant commence comme escorte, donc prostituée. Ensuite, il peut passer ou elle peut passer au stade de rabatteuse ou rabatteur, c'est-à-dire c'est la personne qui recrute, d'accord? Ensuite, vous avez le stade au-dessus. Pour les filles, c'est tata ou nounou, c'est-à-dire que vous vous arrangez que les filles aient leurs soins, maquillage, vêtements, que les locations vers Airbnb. Airbnb, c'est une catastrophe, hein, les appart-hôtels et compagnie, que tout soit bien fait. Pour les jeunes garçons, en général, c'est d'être garde du corps, de veiller que le client, une fois qu'il a payé pour 1 heure, qu'il essaie pas de faire plus, et on le menace avec la Kalachnikov ou le 9 mm, ça va directement comme ça. Et au-dessus encore, vous devenez proxénète, soit vous prenez une partie du réseau, soit vous créez votre propre réseau. Donc c'est vraiment terrible en réalité. Et on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que vous avez tous les profils de jeunes à tous les niveaux. Vous avez beaucoup de jeunes filles voilées aussi qui sont rabatteuses, qui sont proxénètes. Vous avez beaucoup de jeunes filles proxénètes aussi qui peuvent faire travailler de façon totalement indépendante 20, 30, 40 filles. Et des fois, on a des témoignages de policiers quand le ou la proxénète se fait arrêter. Il répond, mais écoutez, monsieur, madame, pourquoi vous m'arrêtez? Je gagne de l'argent, les filles gagnent de l'argent, tout le monde est content, tout va bien. Donc il y a une perte de valeur qui est totale, malheureusement. Donc c'est toute une organisation, chacun a son rôle dans Mhm. cette, Quand on est dans dans le cette cadre de toile, l'organisation, dans le cadre effectivement. dans le cadre de l'organisation. Comment on peut démanteler ça? Bah déjà, faut Est-ce qu'il y a beaucoup des enquêtes en cours? des enquêtes, il y en a. Comme je vous ai dit, il y a un mouvement vraiment de parents et même de jeunes qui commencent à en parler. Ce qui est bien, c'est que les médias dits mainstream commencent à en parler aussi. Il y a eu un cas sur TF1 d'une maman que j'accompagne, en fait, dont la fille a été quand même dans les réseaux de la DZ Mafia. Donc, c'est pas n'importe quoi. La maman, aujourd'hui, est menacée de mort. La fille est menacée de mort aussi parce qu'elle a été témoin d'un meurtre, malheureusement. Et ils vivent sous protection policière, adresse cachée et compagnie. Donc, il faut avoir du courage parce que même en tant qu'acteur de terrain, d'éducateur, quand on rentre dedans, c'est pas la blague du tout. On met nos vies en danger. Quand c'est les filières indépendantes, ça va parce qu'on peut accompagner les jeunes. Quand c'est les liens avec les foyers, ça va. Mais quand on a affaire au réseau criminel, c'est extrêmement compliqué parce qu'un élément qui disparaît du réseau, c'est un manque à gagner. Et ces réseaux ont besoin de cash en continu pour pouvoir C'est un exister. business. Exactement. C'est pour ça qu'à côté, il y a du racket. Et la prostitution des mineurs dans les réseaux criminels est toujours liée à deux choses: le trafic de drogue et le trafic d'armes. Ce sont trois branches qui marchent ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas les diviser en réalité, parce que comme je vous ai dit, les mineurs prostituées servent de mules aussi. Elles transportent des armes, elles transportent de la drogue, et aussi elles peuvent servir d'appât dans le cadre de guet-apens ou de kidnapping. Donc elles ne s'appartiennent plus. Donc au début, elles gagnent de l'argent. Ouais, c'est super, ça me permet peut-être de façon illusoire de step up socialement, mais après, quand on se rend compte qu'on ne s'appartient plus et qu'on vous demande de faire 20 passes dans la journée et que si vous ne voulez pas, on vous tabasse, bah, le paradis devient un enfer très rapidement. Bah, le paradis, je pense que dès le début, c'est pas un C'est paradis, clair. hein, même de démarrer Bah, je suis là-dedans, ça d'accord. reste de l'enfer à l'enfer. Je suis Mhm. désolée, voilà. Euh, enfin, ça me révolte, hein, Je comprends. c'est vraiment, Tous les jours, je suis dessus, on est, tous les jours, j'ai des cas. Moi, ça me révolte et je pleure le soir des fois. Parce que je me dis, quand vous êtes face à une jeune fille qui est sortie des réseaux, qui se bat pour s'en sortir, qui en plus vous raconte tout le cheminement, parce que comme je vous dis, personne ne se lève en se disant je veux devenir escorte. Il y a toujours une cassure avant, souvent dans la famille, ou le petit ami qui devient un violeur, ou un harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire aussi est une des voies qui mène. Donc quand la personne vous raconte tout le cheminement et vous voyez la personne digne devant vous, qui veut s'en sortir, et qui a été massacrée. Moi, j'ai retrouvé des filles dans certaines passes, comme je le disais dans le documentaire que vous avez suivi. Il y a des clients qui payent pour avoir le droit de lacérer des filles. Vous avez des clients qui c'est de la payent. barbarie, hein. Vous avez des clients qui payent pour avoir le droit d'écraser des mégots de cigarettes. Et la fille, elle doit se taire parce que le client est roi. Et il y a des filles qui se font piéger. Je vais frôler la vulgarité, mais il faut interpeller les gens. On peut se dire, mais comment ça se fait qu'une fille peut faire 15, 20, 30 passes dans une journée? Je vais prendre l'exemple toujours que je dis, bébert, 50 ans, chauffeur poids lourd. J'ai rien contre les bébères, j'ai rien contre les cinquantenaires et j'ai rien contre les Les chauffeurs routiers. poids lourds. C'est très caricatural volontairement. Ils payent 1 heure, par exemple, je sais pas, 150 euros
Il paye, ça passe. Des fois, dans le réseau, on va dire à la fille, bon, Bébert, il a 55 ans, sexuellement, il ne tiendra pas 1 heure. Tu l'excites à fond pour qu'au bout de 15 minutes, il est giclé, excuse-moi l'expression. Donc ça se passe, et la fille, elle pense qu'il lui reste 45 minutes pour se reposer. On dit non, non, t'enchaînes tout de suite. Donc il y a des pièges comme ça. C'est des milieux qui sont extrêmement glauques. Et c'est pour ça que j'en veux, et juste pour finir, si vous permettez, quand Bruno Retailleau a fait son pseudo-clip là, pour prévenir sur la drogue, la consommation, c'est trop beau, c'est trop artistique. Ces milieux sont sales, sont glauques. La prostitution se fait dans des conditions hygiéniques, c'est terrible. Il n'y a pas longtemps, j'ai une maman qui me dit, son fils 15 ans dans la prostitution, le fils lui envoie le message, maman, prie pour moi parce que je crains d'avoir attrapé le sida. C'est ça la réalité des vrais acteurs de terrain. C'est ça les personnes que l'on accompagne. Et j'en veux aux politiques et j'en veux aux faux acteurs de terrain. J'en veux aux administratifs qui, soi-disant, gèrent des jeunes et qui ne prennent pas les risques que nous, on prend. Moi et plein d'autres, hein, on se mouille tous les jours. Vous me suivez sur les réseaux. Des fois, je ne vois pas ma famille pendant plusieurs jours parce que tel jour, je suis dans telle ville, tel jour, je suis dans telle ville. On pleure avec les jeunes et on sait qu'on a la frustration qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. C'est ça qui est terrible. Oui, surtout que ce sont des mineurs, surtout que ce sont des enfants. Donc c'est ça vraiment qui nous déchire le corps, parce que la prostitution, à partir du moment où on est majeur et qu'on décide de se prostituer, c'est chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est pas je pense, le procès quelque part dans ce podcast de la prostitution. Des mineurs, on parle vraiment des mineurs. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est vraiment l'âge. C'était, excusez-moi, je reviens là-dessus, sur 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je me dire, mais à quel moment on a cette idée-là? Et moi, selon moi, c'est vraiment le réseau et l'influence, bien évidemment. On est toujours influencé par quelqu'un. Et c'est pour ça que quand je dis indépendant, c'est entre guillemets, il y a toujours quelqu'un qui vient vous manipuler, qui vient... Effectivement. Et les gens qui recrutent, là où il y a beaucoup de manipulation, ce sont des gens aussi qui ont des parcours de vie très difficiles, il ne faut pas croire. Ce pas des gens pour qui tout va bien. Même dans les réseaux, les rabatteurs, les rabatteux, ce sont des gens qui ont souffert. Ce sont des gens qui ont été victimes d'abus sexuels, qui ont été victimes d'inceste, donc qui savent comment vous comprendre et qui savent vous séparer de l'emprise de votre famille, qui savent vous séparer de l'autorité de vos parents, parce que eux vous comprendront mieux que vos parents qui ne savent pas ce qui se passe. Donc il y a cette manipulation. Et ce qui est terrible, c'est qu'en réalité, à toutes les chaînes, il n'y a que des victimes. Mais en même temps, quand on devient rabatteur, quand on devient tata ou garde du corps ou quand on va au-dessus, on passe du statut de victime à celui de délinquant, tout en ayant un parcours de vie extrêmement difficile. Donc vous comprenez que nous, en tant qu'acteurs de prévention, nous, on n'est pas dans la sanction et la répression. Ça, c'est le rôle de la police et de la justice. Dans la prévention. Voilà, nous, c'est la prévention. On est obligé de prendre ce côté humain sans tomber soi-même dans la séduction. Et c'est pas évident toujours. Donc là, on a vraiment décrypté un peu toutes ces toiles... sordide en fait de la prostitution des mineurs. Quelles sont les conséquences psychologiques des enfants, des adolescents? Un manque d'estime de soi terrible, la dépression, les pensées suicidaires, les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. Nous, on a pu récupérer des filles qui pesaient moins de 40 kilos alors qu'elles étaient bien portantes au moment de tomber dans les réseaux. Et des personnes qui n'ont plus goût à la vie. Quelque chose que je vois beaucoup aussi chez les personnes qui, surtout les jeunes filles, le dégoût de l'argent, le dégoût des espèces. Parce que rien n'est déclaré, tout se fait en espèces, donc il y a vraiment un dégoût. Moi, j'ai une intervenante qu'on appelle Isis, qui vient d'avoir 18 ans, que je fais intervenir toujours visage masqué, cagoulé, lunettes de soleil, parce que je ne veux pas qu'elle soit reconnue dans le métro. Et à chaque fois, elle dit « Abel, je le fais gratuitement. Je veux juste alerter les jeunes filles. » Voilà. L'argent, ça la dégoûte en fait. Elle en a gagné beaucoup. Hein. Il y a un autre jeune que j'accompagne. Elle avait commencé à quel âge? Elle avait commencé à 15 ans et demi. Mais pareil, un parcours de vie, des agressions sexuelles avant. Ça a commencé dans la famille par le cousin alors qu'elle n'avait même pas 10 ans. J'ai un autre jeune que je suis qui va bientôt avoir 16 ans. L'année dernière, il a gagné près de 100 000 €. Aujourd'hui, il ne lui reste plus rien. C'est-à-dire qu'en plus, ces jeunes, quand ils gagnent de l'argent, c'est pas pour mettre de côté, se constituer un patrimoine, c'est pour vivre le lifestyle qui est promu par les influenceurs, par les rappeurs, certaines, bien entendu, il ne faut pas globaliser. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est les voitures, c'est les maisons, c'est les voyages en Thaïlande, c'est Dubaï. Donc le jeune qui est dans la reste, comme ils disent, qui est en galère, il a envie de goûter à ça.
Et puis il y a aussi l'influenceuse, la Ophénia, qui avait lancé une application Crush, vous vous rappelez? Ouais. Donc, et elle aussi, quel âge elle a maintenant? Elle doit avoir une vingtaine d'années. Et sa communauté est très jeune. Et c'est vrai que c'est aussi des danses, enfin, elle fait des danses très sexualisées. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une sexualisation très présente sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de jeunes regardent ces vidéos. Et ces jeunes filles, je leur dis toujours quand je leur parle, et que je leur dis de faire attention à l'hypersexualisation, même quand elles disent je suis indépendante, mais il ne faut jamais oublier que cette promotion de l'hypersexualisation, c'est pour la prédation masculine toujours. Même la personne qui peut se sentir... moi, je fais la différence entre être sexy, être élégante et être dans l'hypersexualisation. C'est pas la même chose du tout. Elles se rendent pas compte que c'est toujours par rapport à la prédation masculine. D'ailleurs, elles le disent elles-mêmes que les mecs nous mettent la pression, les mecs nous font des commentaires. Toi, t'es belle, toi, t'es moche, toi, t'es bonne, toi, t'es ceci, avec des termes qui sont glauques. La manière dont ils commencent quand ils vont regarder une fille qui twerk sur TikTok et qu'ils vont comparer avec les filles qu'ils côtoient à l'école, au quartier ou autre. Certains clips de rap, j'en reviens toujours dessus ou autre. Et même aujourd'hui, le rapport entre les garçons et les filles, il est vraiment détruit très tôt. Oui, mais on le voit. Et là, là, en fait, c'est une transition intéressante. Donc, on va clôturer un peu cette partie autour de la prostitution des mineurs. Moi, ça me fait aussi, juste un dernier point, penser aux élections des mini-miss. Vous voyez, aux États-Unis, Oui. où très jeunes, on les maquille, on les sexualise, et ça aussi crée des Les dérives. Sephora Girls en France, ça débarque sur TikTok. Là. Voilà, Donc, voilà, c'est c'est une ça. catastrophe Donc aussi. on est un peu dans cette veine-là. Maintenant, on va parler, donc vous expliquez de cette violence chez les jeunes. Il y a une série Netflix que j'ai vue, je ne sais pas si vous l'avez vue, Adolescence. J'en ai beaucoup entendu Voilà, parler. et qui aborde ces questions-là, donc de cette perdition sur les réseaux sociaux, avec les réseaux masculinistes, le rapport donc des jeunes, entre Exactement. jeunes hommes, jeunes femmes, enfin, entre adolescents, quoi. Et à un moment donné, le gamin, enfin l'adolescent, tue de plusieurs coups de couteau une jeune fille adolescente. Et on retrouve cette histoire qui s'est déroulée il y a quelques temps, il y a quelques semaines, dans le Gard, si je ne me trompe pas, donc d'un jeune adolescent qui a tué son ami de 50 coups de couteau. Comment vous expliquez cette violence? Je dis toujours, je vais vous dire, il y a plusieurs choses. La France, je vais parler du cas de la France, d'accord, ne sait plus donner des facteurs d'identification de valeur aux jeunes. Regardez le monde des adultes. Nous sommes dans un pays où vous avez un quart de la population qui est addict aux antidépresseurs. Vous avez un suicide toutes les 30 minutes et il y a une crise de l'exemplarité. Aujourd'hui, les jeunes s'enferment dans un monde parallèle qui est celui des réseaux sociaux. Quand vous avez des jeunes qui regardent des vidéos de meurtre, de décapitation, fut un temps où consulter une vidéo de décapitation, vous pouviez être surveillé par les services intérieurs parce que c'était peut-être un signe de radicalisation. Aujourd'hui, non. Oui, c'est comme de regarder... terrorisme. Mais aujourd'hui, oui. non. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça. Moi, j'ai des jeunes qui ne peuvent pas dormir sans avoir regardé cela. Mais alors moi, franchement, Abil Boye, vous qui êtes un homme de terrain, pourquoi les modérateurs ne fonctionnent pas? Finalement, c'est ça, Mais en ils fait. ne veulent pas, franchement, ils veulent pas, honnêtement. Hein. Quand vous avez même des vidéos de violence, les cartels mexicains, colombiens, qui filment leurs exécutions, mais des balles dans la tête, c'est filmé, c'est sur Snapchat, c'est sur les boucles Telegram ou autres, ça crée de l'audience. Vous êtes à la tête d'une plateforme qui a de l'audience, ben vous laissez. Tant que c'est pas vu, pas pris. Mais après, quand l'État ou la police ou les renseignements intérieurs vous mettent le carton rouge, c'est trop tard. Le venin est déjà en train de se diffuser. Est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme aux modérateurs, aux plateformes? Honnêtement, je vais vous le dire. Vous les avez contactés? Est-ce que nous, on l'a fait? Je vais vous dire non. Il y a tellement de gens qui ont fait des signalements depuis des années. On parlait de porter plainte. Ça a été fait. Je discute avec des amis policiers dessus. Au bout d'un moment, eux, ils réceptionnent la plainte, mais après, eux, ils transfèrent ça à la justice. Et même au niveau de la justice, c'est compliqué parce que... Ça prend du temps. Et on prend l'exemple du site Coco. Le site Coco, oui, mais les serveurs étaient en Europe de l'Est, c'est toujours compliqué. On voit que le site, il existe toujours. Il y a eu un grand bruit, oui, celui qui a la tête de Telegram, regardez, il voulait repartir. Mais regardez, Telegram est toujours là. Les boucs Telegram sont toujours là. Et ce monsieur n'aura rien du tout. Donc la réalité, c'est qu'on a laissé faire. Les pouvoirs publics ont laissé faire. Parce que le contenu, c'est le grand public, c'est le monde des adultes qui le découvre. Ça fait des années qu'on sait que les jeunes se bousillent l'esprit dessus. Ça fait des années. Et aujourd'hui, on se réveille. Moi, j'ai eu l'expérience douloureuse d'avoir un jeune que j'ai accompagné.
Et on m'a appelé, Abel, un tel est mort dans une mission de charcleur, il avait 16 ans, on lui a promis 5000 euros pour aller tuer quelqu'un à la Kalachnikov, c'était pas loin de Marseille, il est arrivé, il pensait qu'en jouant à Call of Duty, on pouvait manier une Kalachnikov. L'arme s'est enrayée, c'est lui qui a été criblé d'une trentaine de balles. C'est un jeune que j'ai accompagné. Je peux vous dire que vous le vivez comme un échec, même si c'est pas vous, mais c'est votre échec. Vous parliez du cas de Nantes. En tant qu'acteur de terrain, c'est comme mon échec. On parle d'Aboubacar qui s'est fait tuer, c'est mon échec. Parce que la France n'a pas la culture de la prévention. On est en train de crier dans le désert. À chaque fois qu'on parle, on exagère, on exagère. Non, la jeunesse, elle est réellement en danger. Et que ce soit la prostitution des mineurs ou cette violence, faut pas croire que c'est que les jeunes des quartiers populaires. Maintenant, même les jeunes de bonne famille, même je fais une dernière phrase sur la prostitution des mineurs, une jeune fille issue d'une famille bourgeoise, elle vaut beaucoup plus cher dans les réseaux. C'est ce qu'on appelle les filles gold qui peuvent être tarifées 1500, 2000 euros la nuit. Moi, j'accompagne une famille où 3 filles issues de familles bourgeoises, en 2 mois, elles ont rapporté 300 000 euros. 300 000 euros à 3 filles en 2 mois. Vous imaginez le nombre de passes et la tarification. Oui, c'est un véritable business parallèle. Et cette violence, sans compter que vous avez les réseaux, trafic d'armes, vous fournissez une arme comme vous voulez sur les réseaux. La drogue, vous la fournissez comme vous voulez, y compris la cocaïne et compagnie. C'est fini le temps où la cocaïne, c'était la drogue du riche. En fait, tout s'est décuplé sur les réseaux sociaux. Exactement. Et en revenant par rapport à la violence chez les jeunes, Mhm. donc par rapport à TikTok, vous sensibilisez. Mhm. Donc vous réalisez donc des ateliers. Expliquez-nous. Alors, c'est un Vos atelier démarches. qui s'appelle Les dangers de la génération TikTok, qui est d'ailleurs un titre que les jeunes eux-mêmes ont donné, où on parle de questions très simples. Parce que rentrer dans un sujet tendu avec un jeune, c'est le braquer. On part sur des questions, combien de temps par jour sur un écran, quand vous avez rien à faire, et j'ai des scores entre 15 et 20 heures partout où je vais. Quelles sont vos actions positives? Il faut laisser le jeune s'exprimer. Oui, on passe le permis, on est en contact avec les amis, on se drague, tout ça. Quelles sont les actions négatives? Et là, moi, vous savez, tout ce que je connais aujourd'hui, j'ai pas fait d'études pour apprendre ça. Ce sont les jeunes qui me disent, c'est le témoignage des jeunes, c'est ce que j'accompagne. Et effectivement, c'est du contenu à caractère sexuel, à caractère violent, le meurtre, la décapitation, la défiance de l'autorité, les théories complotistes aussi. L'homme n'est jamais allé sur la Lune, le 11 septembre, ça n'a jamais existé. Vous avez beaucoup de choses et vous avez des prêcheurs. Et quand je dis prêcheurs, pas au sens religieux, au sens de messages à diffuser. Il y a les skinny talk actuellement, des filles qui sont maigres comme pas possible, qui disent aux jeunes filles, si ton ventre gargouille, t'inquiète pas, ton estomac fait de la musique pour dire à quel point il se sent bien. Vous avez des tutos comment se suicider, vous voyez. Vous avez aussi les rixes aussi en ligne, des bandes qui se défient, vous avez des bagarres, et puis le jeune, voilà, qui prend la victime en sang, dit que tel quartier a gagné et tout, mais ça fait des millions de vues. Mais pourquoi Rotaillot fait pas la guerre à cela? Moi, pour moi, franchement, je sais pas. Je vous dis, hein, son pseudo-clip pour alerter sur la consommation de la drogue, c'est ce qu'on appelle un hors-sujet. Vous savez, quand vous avez une épreuve de philosophie, vous pensez vous avez déchiré et on vous met HS en rouge. C'est la même chose. Et moi, je n'ai rien contre les technocrates. Il en faut. Mais il faut mélanger les bacs plus 50 avec les gens de terrain. On ne nous consulte pas assez. Nous, on a l'expertise de terrain. C'est nous qui avons ces jeunes entre les mains. Monsieur Retailleau et ses amis, ses directeurs de cabinet et compagnie sont dans les beaux palais. Et j'ai rien contre eux. Mais au bout d'un moment, on a besoin d'être plus consulté. Pourquoi, quand je vais sur les plateaux, on me réinvite souvent? C'est pas que je parle si bien que ça, c'est parce que je dis des choses que les gens n'ont pas l'habitude de dire et que même les journalistes qui m'interrogent, ben faut voir, parce que là, vous savez comment ça se passe sur les plateaux, la caméra est sûrement, mais moi je vois la réaction des journalistes et ils écarquillent les yeux souvent, ils découvrent les comme choses. moi, comme au début. Voilà, et le nombre de témoignages que j'ai, des mamans qui m'appellent, même des jeunes qui m'appellent et tout, mais c'est la folie. Des fois je me dis, mais j'ai pas assez de travail que encore on m'appelle, et donc on se dispatche avec les partenaires et on essaie sur tout le territoire français d'être le maximum à pouvoir bosser ensemble. Mais c'est extrêmement compliqué, on a 15 ans de retard. Pour terminer donc sur la violence en fait des jeunes, vous, quel dispositif vous souhaiteriez mettre en place là-dessus? Déjà, au niveau des écoles, moi je suis un apôtre de la prévention.
peut-être que je me répète, les histoires des portiques, tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous ramenez un couteau en céramique, ça passe. Vous n'allez pas interdire les ciseaux, les compas, les cutters. Mais Donc, c'est surtout voilà. que là, on parle du psychisme des adolescents. Voilà, la prévention, la santé mentale. Vous savez, mais il manque de psychologues, de psychiatres dans les écoles. Je disais il n'y a pas longtemps chez vos confrères de BFM TV le nombre de jeunes qui me contactent pour dire qu'ils étaient atteints de phobie scolaire. Et lorsqu'ils sont allés en parler dans l'école, on leur a répondu c'est un caprice d'enfant. Mais à partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte aux pensées suicidaires. Plus de 50% de nos jeunes, avant l'âge de 18 ans, ont été traversés par des pensées suicidaires. Les politiques, ils ont ces rapports-là, donc il faut de la prévention. L'éducation nationale, aujourd'hui, on demande aux profs de tout faire. Le prof, il doit être prof, éducateur, parent, garde du corps. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Nantes. C'est trop en réalité. Donc il faut investir dans le personnel et remettre l'humain au centre des débats. Ça fait schtroumpf de dire ça. C'est pas dire je vais mettre 50 millions ou 1 milliard. Remettez de l'humain à chaque poste et en bon nombre pour accompagner cette jeunesse. Abel Bowie, on arrive à la fin donc, de cet entretien. On va parler d'un sujet qui vous touche parce que c'est lié au vivre ensemble. C'est lié donc aux religions, à la laïcité et aussi aux discriminations, au racisme. Exactement. Et là, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. On fait un procès à l'islamophobie quand une personne musulmane s'est fait, une fois aussi de plus, poignardée de plus de 50 coups de couteau et on n'a pas le droit de parler d'islamophobie. Oui. Pourquoi a-t-on peur du mot islamophobie? Et surtout, pourquoi y a-t-il une manipulation politique? Là, vous me faites une passe décisive. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps parce que les politiques disent que l'islamophobie aurait été créée soit par les frères musulmans, soit par les mollahs, et que utiliser ce terme serait faire l'apologie de l'islamisme, même si toutes ces terminologies commencent par nous fatiguer. J'ai découvert que c'était faux. Alain Quelien, qui était docteur en droit et qui était rédacteur au ministère des colonies au début du XXe siècle, a présenté une thèse le 25 mai 1910, je répète, le 25 mai 1910, une thèse qui s'appelait « La politique musulmane dans l'Afrique occidentale française ». Donc on est au temps des colonies, et il couche pour la première fois en France sur papier le mot « islamophobie ». Et dans la définition, ça dit bien que les sociétés occidentales et chrétiennes ont toujours eu, il parle d'un ressenti qui date depuis des siècles, on peut remonter Poitiers, Charles Martel, et le fait que jusque dans les années 70-80, on chantait dans certaines écoles à Poitiers, avec Charles Martel, on a battu les Arabes. C'était chanté dans l'école française, ça, peu de gens le savent. Donc il couche le mot islamophobie dans cette thèse, et le musulman est appelé mahométan dans la thèse. C'est très intéressant. Donc le mot islamophobie, en réalité, même dans le langage parlé, il est utilisé depuis très longtemps. Donc quand quelqu'un comme Manuel Valls dit que ça a été créé il y a une trentaine d'années, c'est faux. Quand Bruno Retailleau dit la même chose, c'est faux. Et en plus, ils contredisent leur propre Premier ministre qui, lui, a parlé de crime islamophobe. C'est un crime islamophobe. D'autant que c'est de la sémantique. Donc islamophobie, c'est pour appeler... l'islamophobie, ça pointe du doigt donc la haine quelque part des musulmans et le fait qu'on peut tuer. Enfin voilà, c'est le racisme anti-musulman, comme l'antisémitisme. L'antisémitisme, la sémantique, si on la traduit, les sémites, c'est les arabes et les juifs en fait. Donc ok, il y a eu cette appropriation du mot, on l'accepte. On l'a accepté, on n'est pas en revendication. Donc, à un moment donné, il faut accepter aussi ce terme islamophobie. Et ce qui s'est passé donc, dernièrement est un acte islamophobe. Abel Bowie, je vous remercie infiniment de votre venue. Et j'aimerais que vous passiez un message aux auditeurs, à ceux qui nous regardent, par rapport à votre travail sur le terrain. Et bravo pour ce que vous faites sur le terrain. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que n'attendons pas d'être validés pour se sentir français. Et je parle d'être français à part entière et pas entièrement à part. N'attendons pas d'être validés pour être fiers de nos origines lorsque nous en avons. Et surtout, moi, j'aimerais qu'au XXIe siècle, on puisse arrêter de tourner en rond avec l'expression « vivre ensemble », parce qu'en réalité, nous vivons déjà ensemble, mais nous vivons mal. Passons du vivre ensemble au faire ensemble, parce que vivre, qui est l'expression la plus importante qui soit, dépend d'une interprétation personnelle, tandis que faire, c'est concret. Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous ne faisons pas. Donc, passons du vivre ensemble au faire ensemble. Merci beaucoup. Merci et à bientôt pour un prochain podcast pour The Riesland Podcast.